Bien, mes chers collègues, je vous dis un mot, et alors il faut vraiment bien m'écouter parce que vous n'aurez pas beaucoup l'occasion d'entendre ma voix aujourd'hui lors de cette séance de travail, puisque je vais devoir m'absenter presque immédiatement afin de rejoindre la commission spéciale chargée d'examiner le texte sur l'accompagnement des malades et la fin de vie. Néanmoins, compte tenu de ce que savent un certain nombre de personnes ici, à savoir ma passion pour les questions que vous aurez à évoquer lors de cette séance, c'est-à-dire les questions de transport et singulièrement les questions concernant les gares, leur inscription dans nos villes, la manière dont le groupe public ferroviaire à travers SNCF Gare et Connexion, qui est une filiale de SNCF Réseau, travaille avec les collectivités territoriales. Donc ces questions me passionnent depuis près de 10 ans et donc je tenais à être présent tout simplement pour souhaiter la bienvenue à Marlène Dolvec, directrice générale de Gare et Connexion depuis quelques années déjà, et toute nouvelle directrice générale adjointe du groupe public ferroviaire SNCF chargée de sa transformation. C'est un grand défi à l'heure de l'ouverture progressive à la concurrence, qui a déjà commencé sur la grande vitesse et dans au moins deux régions pour ce qui est du ferroviaire régional, et bientôt dans trois, chère Marlène. Donc vous souhaitez la bienvenue, te souhaiter la bienvenue devant cette délégation, en invitant chacun des collègues, peut-être, parce que c'est la tentation, quand on reçoit un représentant, un dirigeant éminent du groupe public ferroviaire, de poser toutes les questions qui concernent le ferroviaire. Pourquoi est-ce qu'il y a plus de TGV dans ma gare? Pourquoi est-ce que mon infrastructure n'est pas refaite dans les temps à tel endroit? Pourquoi est-ce que ça prend plus de temps d'aller à Morlaix aujourd'hui que ça n'en prenait il y a 40 ans? Tout ça, évidemment, ce sont des questions qui se posent et qui traduisent la diversité des intérêts et la passion parfois qui les caractérise pour les sujets de transport dans notre pays. Mais c'est essentiellement sur les gares, et il y a beaucoup de sujets qui concernent les gares, et Dieu sait que c'est difficile parfois d'en récupérer les emprises, et donc et d'en construire des projets avec SNCF Gare et Connexion, même si la personnalité qui est à ma droite a essayé de faire que ça change, y compris dans autre chose que les très grandes gares parisiennes. Eh bien, c'est à cela que je vous invite à consacrer votre énergie dans les questions que vous pourrez adresser à Marlène Dolvec, même si, en sa nouvelle qualité de DGA du groupe public ferroviaire, elle pourra évidemment tenter de répondre sur les autres éléments. Voilà, bienvenue à vous, bienvenue à toi, Marlène, devant cette délégation aux collectivités. Et je cède tout de suite la parole à Lionel Royer-Perrault, vice-président de la délégation, qui fera une introduction un peu plus robuste que celle que j'ai voulu faire. Néanmoins, en vous disant également mon plaisir de vous retrouver, même brièvement, pour cette reprise de travaux après une suspension due au jour férié. Voilà, bons travaux à toutes et à tous. Attends que je sois sorti de la salle pour dire du bien de moi. Bien, merci à toutes et à tous, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Donc, merci à notre collègue Didier David Valence, excusez-moi, pour ce propos introductif, car nous savons tous effectivement l'attachement qu'il a au sujet de transport d'une façon générale. Nous allons effectivement parler du service public ferroviaire et de la mobilité au cœur des territoires. Pour cela, nous accueillons, comme cela a été dit précédemment, Madame Marlène Dolvec, qui est directrice générale de SNCF Gare et Connexion et directrice générale adjointe du groupe SNCF en charge de la transformation, un vrai sujet au sein de la SNCF. Vous avez pris la direction de SNCF Gare Connexion il y a désormais 4 ans, après avoir été auparavant directrice régionale au sein d'une autre entreprise publique également caractérisée par une forte présence territoriale, à savoir le groupe La Poste, pendant près de 10 ans. Vous êtes accompagné de Mesdames Eliane Barbosa, directrice exécutive des gares régionales et parisiennes, et de Gare Connexion, ainsi de Nina Bourgier, qui est directrice de cabinet, et de Laurence Nyon, votre conseillère parlementaire. Les gares existent donc depuis la création des chemins de fer et constituent des lieux de centralité et souvent des bâtiments emblématiques pour les quelques 3000 communes qui en sont dotées. Elles sont pour certaines les témoins privilégiés de l'histoire locale des 10 ou 15 dernières décennies.
Beaucoup de gares sont des exemples remarquables d'architecture. Je pense notamment à la gare d'Orsay, aujourd'hui musée national, la gare de Limoges, reconnaissable par son style Art Nouveau et son campanile, la gare de Metz, construite en grès des Vosges, avec son imposante architecture germanique néo-romane, pour ne citer que ces deux. Mais au-delà des aspects historiques et culturels, une gare est avant tout une zone de rencontre et surtout une zone de mobilité. Chaque jour, 10 millions de nos concitoyens sont accueillis dans les 3000 gares et 380 d'entre elles reçoivent plus d'1 million de voyageurs chaque année, ce qui en fait, me semble-t-il, les bâtiments publics les plus fréquentés de notre pays. Pour autant, et comme le soulignait le rapport de la Cour des comptes publié en avril 2021, évaluant les gares ferroviaires de voyageurs, leur rôle si spécifique n'a été consacré que tardivement dans notre ordre juridique par la loi du 8 décembre 2009 relative à l'organisation et à la régulation du transport ferroviaire, qui a conduit dans un premier temps à la création d'une entité distincte et autonome au sein de la SNCF pour la gestion et l'animation des gares, puis à sa filialisation à compter du 1er janvier 2020 en application donc de la loi du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire dans le contexte d'ouverture progressive et régulée du marché des services de transport ferroviaire de voyageurs à la concurrence. Gares et Connexions est ainsi chargée de la gestion, de la modernisation et du développement des gares ferroviaires. Vous pourrez donc nous faire part, Madame la Directrice Générale, des actions entreprises par Gares et Connexions pour adapter les gares aux besoins des voyageurs et des territoires qu'elles desservent, en particulier s'agissant des enjeux actuels d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux seniors. La modernisation des gares participe également à l'amélioration de l'expérience des usagers et à leur redynamisation des villes, notamment les petites villes, avec la création d'espaces commerciaux, d'espaces publics et d'accueil de services dans les gares, mais aussi des projets d'urbanisme autour des gares. Gares Connexion est d'ailleurs l'un des partenaires associés au programme Action Cœur de Ville. Alors comment le groupe SNCF s'implique-t-il dans ce programme de redynamisation des territoires ? En 2019, la SNCF s'était engagée auprès de 29 petites villes signataires d'Action Cœur de Ville. Quel bilan faites-vous de ce partenariat ? Est-il envisagé d'élargir ce partenariat dans le cadre des autres programmes territoriaux, tels que, par exemple, Petites Villes de demain ? La délégation a organisé en février dernier un colloque sur les politiques de redynamisation des territoires. Parmi les points d'amélioration, plusieurs maires intervenants ont souligné les difficultés qu'il y avait pour une commune d'acquérir les bâtiments à l'abandon de la SNCF, notamment en vue de les requalifier. Délai de 5 à 10 ans pour acquérir l'emprise foncière, prix de cession quelquefois jugé peu réaliste et sur des délais qui dépassent très largement la durée d'un mandat. Gares et Connexions est-elle partie prenante de ce processus de cession et quelle approche avez-vous par rapport à ces enjeux ? Nous nous interrogeons également sur les modalités de prise en compte des exigences de la transition écologique et la réduction du bilan carbone dans la modernisation des gares et sur l'usage du numérique à l'intérieur de ces enceintes. Les bornes, autrefois très prisées des usagers, sont-elles d'ailleurs toujours utiles à l'heure des services en ligne ou mobiles ? Le dernier sujet que je voudrais évoquer avant de vous laisser la parole, Madame, est celui des services express régionaux métropolitains, SERM, qui ont été consacrés par une loi très récente du 27 décembre dernier et qui doivent permettre de développer une offre de mobilité intermodale autour du ferroviaire. L'intégration efficace des services ferroviaires régionaux avec d'autres modes de transport tels que les transports en commun, les liaisons par bus et les infrastructures cyclables, en faisant des gares des pôles d'échange multimodaux, peuvent, nous semble-t-il, contribuer à améliorer l'accessibilité et à réduire l'utilisation de l'automobile. Aussi, pourrez-vous nous préciser la façon dont Gares et Connexions contribuent au déploiement des SERM ? Et je ne doute pas un seul instant que nos collègues présents à cet instant auront aussi des questions à vous poser sur leur propre territoire. Nous avons tous des gares, nous avons tous des interpellations
le député de Marseille que je suis pourra éventuellement vous poser quelques questions sur les grands projets structurants, par exemple de la gare Saint-Charles. Mais je ne fais que déflorer une première question qui, je pense, animera d'autres et aidera d'autres questions qui pourront être posées par mes collègues. Donc sans plus attendre, et après un temps d'échange avec nos collègues, eh bien, je vous donne la parole, Madame la Directrice Générale, pour un propos liminaire. Ouais, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, je tiens d'abord à vous remercier pour cette opportunité qui m'est offerte aujourd'hui de m'adresser à vous afin peut-être d'expliquer le rôle essentiel que joue SNCF Gare et Connexions, qui est un pivot de la mobilité dans le développement de nos territoires et dans le développement également de l'intermodalité. C'est la première fois que je suis auditionnée par la délégation aux collectivités territoriales et donc peut-être une présentation rapide de qui je suis. Je pense que vous l'aurez compris à l'accent, je viens de Toulouse. Mon parcours professionnel m'a amené à travailler dans différentes villes de France, Lyon, Rouen, Lille, Paris. Et mon parcours a d'abord été celui d'une professeure d'économie, puis une banquière, une postière et aujourd'hui cheminote. Il y a 4 ans, en effet, j'ai intégré le secteur ferroviaire en prenant la direction de la société SNCF Gare et Connexions. Cela représente pour moi une immense fierté, non seulement parce que je suis la fille d'un cheminot, mais aussi parce que c'est un environnement industriel au service du pays et des mobilités. Nos 3000 gares accueillent chaque jour près de 10 millions de voyageurs, vous le disiez, Monsieur le Président, et de visiteurs, faisant de ces lieux des points névralgiques de la mobilité pour toutes et pour tous. C'est d'ailleurs ce qui a inspiré la nouvelle signature de SNCF Gare et Connexions, donner envie de gare pour donner envie de prendre le train. Au début de cette année, j'ai également été nommée, vous le disiez, directrice générale adjointe du groupe SNCF en charge de la transformation. J'appuie le président dans la structuration et la diffusion au sein du groupe de leviers de transformation, de leviers transverses comme la diversité ou encore un grand plan de simplification. Et je dirige également les activités numériques du groupe SNCF. Je reviens à SNCF Gare et Connexions. SNCF Gare et Connexions, c'est, vous le disiez, une jeune entreprise spécialiste de la gare, que ce soit pour l'imaginer. Je pourrais donner l'exemple de la gare de Lyon-Part-Dieu que nous allons inaugurer le 21 juin, la construire, l'exploiter et encore commercialiser, en tout cas rendre vivant l'ensemble de ces espaces. C'est une société qui a été créée par la loi pour un nouveau pacte de ferroviaire en 2018. Les parlementaires que vous êtes ont créé un superbe outil au service du ferroviaire français. Ainsi, Gare et Connexions, c'est 5000 collaborateurs, 15 000 prestataires qui travaillent et qui œuvrent chaque jour dans nos gares françaises, près de 2 milliards de chiffre d'affaires et une trajectoire d'investissement de plus de 1 milliard en moyenne chaque année. Donc, fort de notre expertise et de l'engagement de nos milliers de collaborateurs, nous nous mobilisons chaque jour afin de concilier les besoins de l'ensemble de nos parties prenantes pour accueillir toujours plus de visiteurs dans nos gares et de voyageurs de longue distance, mais aussi l'ensemble de ceux qui utilisent le train au quotidien, parce qu'une gare est un écosystème complexe. Notre rôle est d'intégrer efficacement les différents métiers et les acteurs qui la composent au bénéfice du développement des territoires. Le Code des transports a défini 3 missions principales à SNCF Gare et Connexions, qui sont d'abord d'assurer aux entreprises de transport ferroviaire un service public de qualité, de favoriser la complémentarité des modes de transport, qu'ils soient individuels ou collectifs, ainsi que leur coopération, et enfin, ce qui intéresse plus particulièrement votre délégation, de contribuer au développement équilibré des territoires en veillant à la cohérence des décisions d'investissement avec les politiques locales en matière d'urbanisme. Dans ce cadre légal des 3 missions fixées par la loi, mon objectif, depuis 4 ans, a été de réinventer les gares. Ça s'est traduit par une vision de l'entreprise en 3 axes prioritaires d'action. D'abord, être au cœur du système ferroviaire, œuvrer pour des gares irréprochables en termes de sécurité, en termes de propreté, en termes d'information voyageurs, en matière d'accessibilité,
être moteur de l'intermodalité en favorisant les moyens d'accès à la gare. Il faut pouvoir arriver à la gare, repartir de la gare avec le développement de pôles d'échange. Et enfin, être acteur du développement des territoires tout en restant garant de la sécurité pour tous. Évidemment, ces 4 années ont été riches d'événements imprévus et de bouleversements de l'environnement des gares. On a vécu la crise Covid. Mais peut-être prioritairement, ce que je peux souligner, c'est le fait que nous ayons mis la satisfaction des clients au cœur de nos préoccupations en rendant nos gares plus accessibles et plus confortables pour nos visiteurs. 482 gares étaient accessibles à fin 2023 avec une grosse accélération d'ailleurs ce premier semestre, notamment avec les Jeux Olympiques. Le niveau de satisfaction sur la qualité de service est en hausse dans nos gares françaises. La note était de 7,54 sur 10 en 2019. Elle est à 7,89 sur 10 en 2023. Nous avons aussi favorisé l'arrivée de nouveaux transporteurs ferroviaires de l'ensemble des entreprises ferroviaires dans nos gares et aussi facilité les services pour l'ensemble des entreprises ferroviaires avec 528 portes d'embarquement qui ont été déployées, par exemple, dans l'ensemble de nos gares. Nous avons également développé, et ça c'est extrêmement important pour les territoires, un programme qui s'appelle Place de la gare. Anciennement, nous l'avions appelé 1001 gares. Aujourd'hui, c'est vraiment de mettre la gare au centre de la ville en essayant de permettre à chacune des gares sur le territoire d'avoir de nouveaux services. On peut donner l'exemple du transport avec des services à vélo à Bourg-en-Bresse, d'accès aux soins, un cabinet d'ostéopathie à Sorgues dans le Vaucluse, une maison de santé à Balmigny dans la Loire, des services locaux avec des maisons France Service, des commerces locaux, un glacier à la Bourboule dans le Puy-de-Dôme, des lieux de tourisme, des offices de tourisme qui sont dans nos gares. Depuis 2020, c'est ainsi plus de 210 projets qui ont vu le jour dans nos gares françaises, dans ce cadre de ce programme Place de la gare, pas dans les grandes gares françaises, mais dans nos petites gares des territoires. Je voudrais souligner également que depuis 4 ans, nous avons mis l'excellence industrielle au cœur de l'exploitation de nos gares. Nous maintenons un très très bon niveau de performance sur nos standards d'information voyageurs. Plus de 94% des trains sont affichés 20 minutes avant leur départ. Le taux de disponibilité de nos ascenseurs, de nos escaliers mécaniques a gagné 20 points en 5 ans. Il est quasiment à 97% de taux de disponibilité. Nous avons également modernisé le patrimoine des gares. Nous avons investi plus de 3 milliards dans la régénération de notre patrimoine avec 110 projets de plus de 10 millions d'euros. Je pourrais citer la gare de Toulouse-Matabiau qui a été inaugurée en septembre, à Paris-Saint-Michel-Notre-Dame, Valence et sa grande halle voyageur, Paris-Austerlitz, et je ne serai pas exhaustive, mais on a beaucoup d'inaugurations depuis 4 ans et encore un grand nombre à venir dans les mois qui viennent. Nous avons également réalisé de nombreux pôles d'échanges multimodaux. 146 sont en cours de réalisation et ou à l'étude. Nous avons également favorisé les intermodalités avec des places de vélo additionnelles, notamment dans le cadre de la loi d'orientation des mobilités. Et au-delà de ça, évidemment, contribuer, vous le posiez dans vos questions préliminaires, à la transition écologique en réduisant notre impact carbone, en réduisant nos émissions de CO2 de 31% depuis 2015, nos consommations énergétiques également depuis 2019 de 20%, et avec une grande démarche au sein de SNCF Gare et Connexion de construction écologique. Cette démarche s'appelle EMC2B, énergie, matière, climat, carbone et biodiversité, pour faire que nos gares soient de plus en plus décarbonées. On inaugurait d'ailleurs il y a quelques semaines une passerelle nouvelle génération en gare de Saint-Jean-de-Losne.
passerelle qui a vocation à se déployer sur tout le territoire, avec une diminution de 45% sur ce type de passerelle d'empreinte carbone, en plus de moins 35% sur le coût d'ouvrage. J'en viens donc à la performance financière de l'entreprise. Comme vous l'avez dit, Monsieur le Président, la Cour des comptes avait pointé en 2021 des limites de modèle de financement de Gares & Connexions et les risques qui pesaient sur sa trajectoire. Nous avons travaillé avec le régulateur pour corriger les principales imperfections du modèle. Nous avons évidemment mené en interne des plans de productivité pour diminuer le coût de nos constructions, et c'est le cas sur l'ensemble de nos projets. Nous avons largement diminué le coût des CAPEX avec plus de 15% d'économies sur les projets. On pourrait donner l'exemple de la gare de Bercy qui va démarrer dans quelques mois, où entre le projet initial et aujourd'hui, on a pu le faire diminuer de 20% malgré l'inflation dans la période. Par ailleurs, l'accélération de la politique commerciale a permis de développer les recettes issues du non régulé. Vous savez que Gares & Connexions, c'est un modèle à la fois régulatoire et non régulatoire. Et le chiffre d'affaires des commerçants était de 1,6 milliard d'euros avant le Covid. Il est aujourd'hui de 1,8 milliard d'euros. Et les loyers étaient de 250 millions d'euros avant le Covid. Et ce montant sera supérieur à 300 millions d'euros en 2024. Toutes ces recettes sont évidemment reversées dans le système ferroviaire et c'est vertueux pour notre écosystème. Ça nous permet d'investir dans la régénération et le développement des gares, des quartiers de gare, en faveur de l'intermodalité, du développement des territoires. J'aime rappeler aussi la réussite de la Coupe du monde de rugby qui s'est très bien passée dans les gares, même si on aurait aimé voir la victoire de l'équipe de France. Et ça a été pour nous un échauffement pour les Jeux olympiques. L'enjeu des prochains mois, évidemment, ce sont les Jeux olympiques. Je me permettrai une petite parenthèse sur le sujet. Nous sommes aujourd'hui à 72 jours de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques. Et si j'en parle, c'est parce que le fait des Jeux laissera un héritage en France, et notamment dans le saut de modernité pour les gares, puisque c'est quelque part à échelle nationale la démonstration d'une très grande qualité de service sur laquelle nous sommes attendus. Les dispositifs d'accueil, d'orientation, le confort des voyageurs seront prêts. 10 000 volontaires dans les gares, une signalétique événementielle XXL, des panneaux d'information, la capacité à traduire les messages en toute langue, à orienter nos clients et un vrai saut de modernité également dans l'infrastructure. Nous étions ce matin à Saint-Denis pour inaugurer la gare de Saint-Denis qui est devenue totalement accessible puisque les gares desservant les sites olympiques seront 100% accessibles. Elles font partie effectivement de ce grand schéma national d'accessibilité pour nos gares françaises. Nous avons également développé les applications de réservation, la façon de réserver l'accès aux services en gare pour les personnes à mobilité réduite. Nous travaillons et mettons tout en œuvre pour le confort avec des gares propres, sûres, pratiques et efficaces, des prestations de sûreté, de nettoyage augmenté, des services additionnels. Dans la lutte, par exemple, contre le harcèlement dans les transports, nous déployons des safe places dans nos boutiques relais pour que les femmes puissent se mettre à l'abri. Nous facilitons aussi la vie des voyageurs avec un certain nombre de services. Nous faisons des tests, jusqu'à des tests avec l'aéroport Charles de Gaulle d'enregistrement de bagages dans la gare de Paris-Nord, par exemple. Et donc, tous ces services qui se développent à l'occasion des Jeux olympiques seront évidemment des sauts de performance pour l'avenir. Le développement de l'intermodalité a été également un enjeu dans le cadre de ces Jeux olympiques, ainsi que l'augmentation de ce fait du nombre de places de parking de vélos sécurisés. Nous sommes prêts et faisons en sorte que les Jeux olympiques permettent un héritage qui s'inscrive de matière pérenne au-delà des Jeux de Paris 2024, dans le quotidien des gares et dans le quotidien de chacun des voyageurs, au service des territoires partout sur la France. Quelle perspective maintenant pour SNCF Gares & Connexions ?
Il faut quand même rappeler que 70% des Français habitent à moins de 5 km d'une gare et 90% à moins de 10 km. Ma conviction, c'est que la gare doit être le pivot des mobilités de demain et bien plus encore, elle doit être un lieu de vie sur chaque territoire. Je vous ai parlé de nombreuses évolutions depuis 2020. Nous souhaitons continuer à offrir dans la durée un service de la plus grande qualité aux entreprises ferroviaires et à leurs voyageurs, en investissant toujours davantage. Plus de 12 milliards dans les 10 prochaines années seront investis dans la préservation de ce patrimoine remarquable que sont les gares, afin de les rendre plus modernes et plus agréables, en accompagnant l'ouverture du marché qui sera l'occasion d'étendre notre proposition de valeur, en continuant à rendre l'expérience en gare plus sûre, plus fluide et plus agréable. Et nous accompagnons évidemment, et c'est absolument clé pour nous, chacune des régions dans la mise en œuvre des services en gare adaptés sur chaque territoire. Chacune des régions est partenaire de SNCF Gares et Connexions, avec une trajectoire pluriannuelle d'investissement pour les gares de la région, qui est fléchée sur des projets qui sont prioritaires et que nous définissons conjointement, avec une vision partagée de l'offre de services en gare et en faveur du développement des territoires. Nous avons déjà signé 6 contrats de performance avec les régions et nous ambitionnons de signer avec toutes les régions des contrats régionaux de performance. Nous sommes, Gares et Connexions, l'acteur de référence de l'intermodalité au service du développement des territoires. L'intermodalité, c'est notre ADN. Quand on s'appelle SNCF Gares et Connexions, on porte dans le nom du projet la connexion, qui est l'intermodalité par nature. L'intermodalité, vous parliez des SERM tout à l'heure, on le fait déjà avec les SERM. On accélère et on est organisé pour cela. On est capable d'accélérer à toutes les échelles et sur tous les types de territoires. C'est ce qu'on fait tous les jours. Encore une fois, des exemples de pôles d'échanges multimodaux ou d'intermodalité autour des SERM. C'est ce qu'on a fait à la gare de Juvisy, c'est ce qu'on a fait dans toute l'intermodalité autour de la gare de Toulouse-Matabio. Ce sont les 4 ouvertures de la gare de Lyon-Part-Dieu avec l'intermodalité. On peut donner l'exemple également d'une petite ville comme Cagnes-sur-Mer, où on a là aussi travaillé avec la mairie pour favoriser toute l'intermodalité autour de la gare dans un schéma de circulation automobile qui est très dense. À chaque fois, et là aussi c'est important devant la commission que vous êtes, Gares et Connexions a des équipes partout en France qui connaissent leurs gares et leurs voyageurs, qui sont capables de les entretenir, de les réparer, de les moderniser. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas un modèle de gare, il n'y a pas un modèle de service express régional métropolitain, il n'y a pas un modèle d'intermodalité qu'on pourrait décliner à travers la France de manière uniforme. Il n'y a pas qu'une manière de construire l'intermodalité et la dimension territoriale, la dimension sur mesure, la dimension locale est absolument stratégique. Donc, au-delà de ces grands projets de SERM, on travaille évidemment au quotidien avec Action Cœur de Ville, vous le disiez, avec l'Agence nationale de cohésion des territoires et villes de France. J'insiste d'ailleurs sur ce partenariat parce que vous avez reçu récemment en audition Christophe Bouillon, le président de la NCT, Ville de France, la Banque des territoires. J'ai lu les conclusions qui en sont issues dans votre rapport sur la revitalisation des centres-villes et noté qu'il est relevé une nouvelle dynamique de ce dispositif. Nous sommes dans cette dynamique car nous avons identifié une 40aine de projets de PEM considérés comme prioritaires dans la liste des villes Action Cœur de Ville de la NCT, en lien évidemment avec Ville de France. Nous allons sensibiliser les communes concernées sur les bénéfices d'un accompagnement par Gares et Connexions. Donc nous sommes un acteur de la proximité qui irrigue pratiquement toutes les parcelles du pays. Cela implique de faire de la gare un vrai lieu de vie et de service. Et nous avons développé un certain nombre de programmes pour le développement de ce service. Et nous allons continuer. Je vous parlais de tout à l'heure de Place de la Gare. Nous souhaitons largement développer ce programme. Évidemment, le financement est toujours assez ténu, mais nous trouvons toujours des moyens en concertation avec les collectivités, avec les élus, pour trouver des idées, pour trouver des financements à ces nouveaux services à installer en gare. Nous menons également des actions culturelles qui ont à chaque fois beaucoup de succès, comme la dictée en gare ou les partenariats avec des musées locaux.
Sur la vie quotidienne, nous avons également initié des appels d'offres novateurs, mis en place des espaces de téléconsultation que nous développons évidemment en fonction des besoins identifiés par les ARS et les collectivités. Nous avons également développé des services de supérette, des lieux de coworking. Nous avons également avec Relais plus de 300 relais qui sont installés dans nos gares françaises et nous sommes en JV avec Relais et l'année dernière, nous avons décidé par un modèle de péréquation d'augmenter le nombre de relais, que finalement les relais des grandes gares financent une partie des relais de gares qui seraient plus petites. Et en matière de services, là pour le coup sur l'intermodalité, nous lancerons en 2024 un appel d'offres sur les recharges rapides de véhicules électriques autour de nos gares, puisqu'évidemment en matière d'intermodalité, si on veut que nos gares soient accessibles, il faut demain pouvoir brancher sa voiture électrique quand on se gare dans une gare. En conclusion, nous appuyons notre action sur 2 éléments clés. Nous souhaitons faire de la gare une vitrine des territoires, valoriser le patrimoine à travers le commerce local, la vie locale, les opérations culturelles, valoriser les producteurs et les produits locaux, être un vecteur de développement territorial. Et nous développons les projets aux côtés des territoires et le dialogue est essentiel pour faire émerger des projets dans et autour des gares avec les collectivités, l'État, ses agences, les acteurs locaux, les chambres consulaires. Nous devons sans cesse mieux communiquer, nous coordonner dans la conception et la conduite des projets, dans le respect des intérêts de chaque partie prenante. Donc, mesdames et messieurs les députés de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, le dialogue avec les élus et les représentants des territoires que vous êtes est absolument essentiel pour favoriser la mobilité de demain, le développement de l'aménagement des territoires. Je vous remercie et suis à disposition pour répondre à l'ensemble de vos questions. Bien, merci Madame la Directrice Générale, merci pour vos propos. Je crois que nous sommes tous ici dans cette commission des élus de territoire avant d'être des élus nationaux. Nous avons un engagement d'élu local. Nous sommes quelquefois aussi des usagers de la SNCF. Pour rejoindre la capitale, nous sommes donc amenés à prendre le train et donc à cheminer dans les gares. Et je ne peux que confirmer, pour ce qui me concerne, le fait qu'aujourd'hui, la gare est conçue comme un lieu non plus de passage, comme simplement un lieu qui vise à se déplacer, mais comme un vrai lieu de vie, un lieu agréable. Et on voit très nettement l'effort consenti par la SNCF sur justement la qualité de l'accueil, la qualité des infrastructures et la modernisation des infrastructures. Je note aussi qu'il y a des efforts très importants qui sont accomplis dans, je dirais, l'écosystème autour de la gare. Et c'est vrai que, et vous l'avez dit très justement, aujourd'hui la gare est un véritable lieu de centralité urbaine. Et donc, elle doit incontestablement se construire avec les élus, pour les élus et pour les habitants, bien évidemment, des territoires concernés. Et donc, aujourd'hui, vous avez un rôle, je dirais, presque d'aménageur de territoire. Et c'est en cela que votre audition devant notre délégation a toute sa pertinence. Alors, pour commencer les questions, donc à ce stade, j'ai 4 questions qui sont inscrites. Et donc, je donne la parole en premier lieu à Monsieur Didier Legac, député du Finistère, pour le groupe Renaissance. Merci. Merci, Président, par intérim, cher Lionel. Laissez la parole. Je vais être assez court, j'avais 2 questions. Bien sûr, me féliciter, d'abord remercier Madame Dolbeck de venir devant notre délégation, effectivement. C'est important puisque, comme l'a rappelé le Président, nous sommes tous dans cette délégation très attachés au bon fonctionnement des services publics, puisque en lien avec les collectivités locales et l'Assemblée.
se féliciter bien évidemment du développement de la SNCF, du transport par train, même si c'est pas... moi, je suis à Brest, même si c'est pas sans causer quelques soucis justement liés à ce succès, la difficulté d'avoir des billets, mais ça c'est une autre chose sur le Paris-Brest. Mais en tout cas, se féliciter parce que effectivement, le train est incontestablement le mode de locomotion le plus écologique et le moyen de transport le moins polluant. Il faut le rappeler, donc se féliciter collectivement de son succès. Deux questions. La première, vous n'avez pas évoqué du tout dans votre propos préliminaire la question du Wi-Fi dans les gares. J'en parle parce que c'est peut-être pas un souci, mais en tout cas, ça l'est quand on roule. Encore une fois, alors on a dit qu'on ne parlerait pas des questions et des problèmes à bord des trains, mais quand même 5 millions de voyageurs par jour qui ont tous des nouveaux usages, qui travaillent, qui ont besoin donc de suivre des visioconférences, qui ont besoin de télécharger des films, des documents, et y compris dans les gares. Donc, est-ce que dans tous les gares de France, il y a un réseau ouvert, gratuit, accessible? Et puis, je pose quand même la question, quand est-ce qu'on aura un réseau Wi-Fi digne de ce nom dans les trains, qui ait une continuité entre le moment où on est en gare, qui n'ait pas cette rupture véritablement lorsqu'on monte à bord et que le train démarre et que le Wi-Fi devient très, très aléatoire? Donc, question autour de la connexion, du monde connecté. Et la deuxième question, alors bien sûr, vous parlez d'un lieu de vie et de service. Simplement, ce sont des lieux de vie et de service, les gares où il y a de moins en moins de personnel. On peut l'entendre dans certaines conditions. Néanmoins, nous avons beaucoup de retours. Vous savez, nous, le gouvernement, depuis maintenant quelques années, nous sommes très attachés à développer les maisons de services publics pour justement compenser ce qui s'est passé ces dernières années où on a déshumanisé un certain nombre d'administrations qui ont quitté les territoires et nous, on les fait revenir dans les maisons, les MSAP, les maisons d'accueil des services publics. On a le sentiment que dans les gares, c'est un peu le contraire, qu'il y a de moins en moins de personnel d'accueil, moins de personnel. Vous allez me répondre, il y a des automates, mais on a tous des exemples de nous dire que les automates ne délivrent pas tous les billets. On m'a relaté encore récemment qu'on ne peut pas avoir un billet Ouigo sur une borne, en gare et que donc tous les distributeurs ne délivrent pas tous les billets de train. Donc est-ce que vous pouvez nous rappeler, Madame la Directrice, quelle est la politique de la SNCF en matière de maintien des guichets d'accueil dans chaque gare de France? Merci. Merci, chers collègues. Donc, Madame la Directrice Générale, si vous voulez apporter une réponse. Bien. Sur la Wi-Fi dans les gares, vous avez raison, c'est absolument clé. Et nous travaillons à ce que quasi l'ensemble de nos gares qui ont un bâtiment voyageur et une Wi-Fi accessible, parce qu'on a aussi dans les 3000 gares un certain nombre de points d'arrêt qui ne sont pas des vrais bâtiments voyageurs. Les décisions qui ont pu être prises parfois, c'est des arrêts de Wi-Fi dans certaines périodes à Lille, à un moment donné, nous avons dû arrêter la Wi-Fi parce que la gare était devenue un lieu de centralité d'utilisation de la Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. On trouve des Wi-Fi partout dans les villes. Donc, l'ensemble de nos gares, globalement, sont équipées de la Wi-Fi. Globalement. J'attends le nombre sur ma droite. Si j'avais exactement le nombre de gares équipées de Wi-Fi, si j'avais ce dernier résultat, mais franchement, nous avons vraiment œuvré à ce développement. Maintenant, là où il y a une claire certitude, c'est que l'ensemble des transporteurs ferroviaires qui circulent en France aujourd'hui peuvent, sur certaines parties de ligne, effectivement, ne pas avoir des Wi-Fi qui dysfonctionnent. Mais globalement, là encore une fois, le service s'améliore. Merci, Madame la Directrice Générale. Il y avait une deuxième. Oui, il y a une deuxième partie de question sur les maisons de services publics. Évidemment, là aussi, encore une fois, cette politique nationale qui est de remettre de la vie et du dynamisme dans nos gares des territoires. Nous la partageons et c'est pour ça que le programme Place de la Gare dont je vous ai parlé est quelque part finalement aussi cette possibilité soit d'installer des maisons de services publics, soit d'installer des commerces, soit d'installer des restaurants, soit d'installer des solexeries qui font qu'on recrée un écosystème vivant dans les gares.
La politique de guichet est une politique de chacun des transporteurs ferroviaires qui, avec les régions, choisissent à certains endroits ou pas de distribuer des billets de train ou des billets d'ailleurs parfois même de tout type de mobilité. Il y a certains endroits où les régions ont décidé de mutualiser la vente de billets de mobilité du quotidien qui sont les mobilités de la région et les mobilités ferroviaires. Mais c'est vraiment le choix des transporteurs ferroviaires ou des régions d'assurer un service de guichet ou pas en fonction du nombre de personnes d'ailleurs qui viennent acheter des billets dans la gare. Et souvent il y a un sujet de confusion, ou en tout cas où on peut se dire une gare est fermée parce qu'elle n'a pas de guichet. Ce qu'on souhaite faire, c'est remettre de la vie, réouvrir les gares, avec peut-être parfois l'ouverture tout simplement d'un fleuriste ou d'un restaurant s'il n'y a pas de guichet dans la gare. C'est vraiment une contrepartie que nous sommes en train de créer là où nous avons des gares où il y a des guichets qui sont fermés à certains moments de la journée. Mais force est de constater aussi qu'on a beaucoup moins de personnes qui vont acheter des billets dans les gares. Donc effectivement, il y a tellement peu de personnes qui viennent acheter des billets que finalement le service en face ne peut pas être offert. Le modèle économique ne serait pas cohérent de se dire que vous êtes obligé, vous mettez un guichet toute une journée pour quelques billets qui sont vendus. Mais malgré tout, il y a quand même des réflexions, parfois, peut-être de se dire que demain, est-ce qu'on ne pourrait pas vendre des billets d'une autre manière ? D'ailleurs, vous pouvez trouver des billets chez certains buralistes qui vendent des billets de train avec des tablettes. Donc on réfléchit à rendre le service, mais pas avec le service tel qu'il était rendu à une époque où Internet n'existait pas et où on n'achetait pas nos billets chacun et chacune à distance, comme c'est le cas aujourd'hui. Merci Madame la Directrice Générale. Donc pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Madame Edwige Diaz, députée de la Gironde. Très bien. Merci Monsieur le Président, merci Madame la Directrice Générale. Donc moi j'ai deux questions à vous poser. La première que j'avais préparée, la deuxième qui est un rebond à votre propos liminaire. Donc je suis en effet députée de Gironde, je suis aussi conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine et donc à ce titre je suis régulièrement interpellée par les usagers du TER sur des aspects qui concernent vos compétences. Alors je suis venue avec quelques exemples. Un premier exemple en gare d'Agen où on nous rapporte très régulièrement des problèmes d'insécurité qui donnent lieu notamment à des opérations de contrôle menées par la préfecture, mais ces problèmes d'incivilité et d'insécurité malheureusement ne cessent pas et on a déploré il y a environ un an, l'agression d'une adolescente au sein de cette gare. Un autre exemple concerne la gare de Mont-de-Marsan et plus précisément la ligne 45 entre Bordeaux et Mont-de-Marsan et on nous remonte que la gare n'est pas suffisamment grande pour accueillir suffisamment de trains. Enfin, deux autres exemples qui concernent la Gironde et plus particulièrement ma circonscription. Je suis régulièrement saisie par les citoyens qui m'indiquent que sur la gare de Cubzac-les-Ponts, les quais ne sont pas suffisamment longs pour accueillir les trains en double rame. Et au niveau de la gare de Saint-André-de-Cubzac, on me remonte, et je l'expérimente moi-même, des places de stationnement qui sont largement sous-dimensionnées par rapport à la fréquentation de la gare. Alors, bien évidemment, nous avons interpellé le président Alain Rousset du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui pour l'instant n'a pas apporté les réponses suffisantes à nos attentes et à celles des usagers et qui, dans la presse notamment, renvoie la responsabilité à la SNCF. Donc en fait, on assiste, nous, usagers et élus locaux, à un ping-pong entre SNCF et le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Donc sur les 4 exemples que je vous ai donnés, et bien sûr je pourrais vous les repréciser ou vous laisser un document tout à l'heure, est-ce que vous pourriez, au court terme, bien sûr pas aujourd'hui, nous apporter des précisions quant aux attentes des usagers ? Et la deuxième question que je voulais vous poser, donc vous avez tout à l'heure évoqué le principe de donner envie de gare et vous avez indiqué que vous aviez développé des safe places pour mettre les femmes à l'abri. Alors ma question, c'est à l'abri de quoi ou à l'abri de qui ? Merci. Merci Madame la députée. Donc Madame la Directrice Générale, vous avez la parole.
Bien, vous avez raison, la sécurité est absolument clé dans nos gares ferroviaires, parce que si on veut donner envie de gare et donner envie de prendre le train, il faut qu'on se sente en sécurité dans nos gares françaises. Et nous travaillons d'ailleurs partout, y compris dans les petites gares, quand on essaie de remettre de la vie dans la gare, de mettre des commerces, de mettre de la lumière, de les rénover, d'installer en Île-de-France dernièrement 1000 caméras de vidéosurveillance. C'est vraiment une volonté commune qui fait d'ailleurs partie des actions stratégiques de SNCF Gare et Connexion. On est en train aujourd'hui d'œuvrer avec les pouvoirs publics pour que la sécurité dans les gares soit réelle. Je vous donnais l'exemple des Safe Place. C'est une innovation. On a travaillé avec une application. Ça signifiera je dis une femme, mais ça peut être un homme, qui se retrouve dans une situation difficile dans certaines gares, peut aller à l'intérieur du relais où il trouvera quelque part quelqu'un qui aura les moyens immédiatement de contacter les services de sécurité. Tout ça se fait avec l'application. Je crois que c'est Umay, le nom de l'application, avec Umay, qui est une application aujourd'hui particulièrement utilisée en Île-de-France. Mais je vous le redis, vraiment, la sécurité, c'est absolument clé. Je crois qu'il y avait des débats ce matin sur le sujet. David Valence revenait. Nous avons à la SNCF des services de sûreté ferroviaire, une police ferroviaire qui œuvre à la fois dans les gares et dans les trains. Nous avons à la SNCF et dans les gares, nous embauchons chaque année des personnes qui travaillent dans la sécurité qui gardent nos gares. Après, évidemment, dans certaines de nos petites gares des territoires, on les utilise tous, on les connaît tous. Elles sont parfois un peu vides, il y a moins de personnel. Et là, encore une fois, il faut réfléchir à tout ce qui peut faire qu'elles soient le plus sécuritaires. Et nos directeurs régionaux des gares, nos directeurs de gare dans ces territoires-là travaillent beaucoup avec les élus, avec les maires, avec les collectivités, avec la police municipale pour essayer de trouver toutes les solutions pour sécuriser la gare. Mais c'est vraiment absolument clé pour donner envie de gare et donner envie de prendre le train. Vous parliez également des places de stationnement. C'est là aussi, encore une fois, absolument clé pour donner envie de gare, de favoriser l'accès à la gare. Si vous ne trouvez pas la possibilité de vous garer quand vous arrivez à la gare, de poser votre vélo à certains autres endroits, vous allez arriver en métro, vous allez arriver en tramway, vous allez arriver en bus, mais quel que soit finalement votre mode d'accès à la gare, il faut qu'il soit facilité. Effectivement, les places de stationnement, c'est absolument clé. Il faut les quantifier en fonction des évolutions. Le ferroviaire a plutôt le vent en poupe. On se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui prennent le train, de plus en plus le train. Et d'ailleurs, c'est une volonté collective que nous portons tous pour accélérer les mobilités collectives et le transport décarboné qui est le train. Mais force est de constater qu'il faut pouvoir aller le prendre. Et si vous ne trouvez pas la place de stationnement pour vous garer, évidemment, ça ne vous donnera pas envie d'aller prendre le train. Donc partout là où ça est nécessaire, n'hésitez pas à revenir vers nous, à solliciter pour qu'on puisse trouver effectivement les moyens d'œuvrer sur certains territoires où il y aurait des difficultés. En ce qui concerne votre question sur les quais, là pour le coup je n'ai pas la réponse et on reviendra vers vous à l'issue de cette audition. Je veux bien effectivement connaître les gares. Je vous en remercie. Je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire à l'instant, et notamment sur l'existence d'initiatives dans certains territoires ou pas d'ailleurs, concernant justement l'intermodalité. Parce que quand vous êtes dans une grande métropole, bien sûr, vous avez la possibilité de venir en vélo, en métro, ou quelquefois en voiture jusqu'au parking qui est à proximité de la gare, mais vous avez aussi quelquefois la possibilité de laisser votre voiture à des parkings relais qui sont à l'extérieur des villes ou qui sont
à l'entrée de ville, pour faire simple. Et est-ce qu'il y a des réflexions ou des initiatives qui ont pu être menées sur le territoire national avec certaines collectivités territoriales pour que précisément le coût du parking relais durant le déplacement de l'usager soit intégré par exemple dans le prix du billet pour qu'il y ait une approche tarifaire globale et incitative et que ça ne soit pas simplement limité au parking qui soit à proximité de la gare mais qui soit également associé aux parkings relais qui sont quelquefois beaucoup plus loin de la gare. Sur l'intermodalité, c'est absolument clé. C'est central dans le rôle de SNCF Gare et Connexion de favoriser l'intermodalité. Vous le disiez, ça peut être le vélo, ça peut être le métro, ça peut être les parkings. Est-ce que la réflexion qui est celle propre de SNCF Gare et Connexion, c'est d'abord, et en tout cas le foncier qui est celui du groupe SNCF ou de SNCF Gare et Connexion, est souvent autour de la gare. Donc notre cœur de métier, ça va être soit parfois de construire des parkings, soit de les aménager, soit de travailler avec les collectivités pour trouver les moyens de garer les voitures. Et là, quand on travaille avec les collectivités, il peut effectivement s'agir de cas où le parking relais n'est pas tout à fait en proximité de la gare. Les réflexions sur le prix du billet, ce sont plutôt des réflexions à apporter avec les autorités organisatrices de mobilité et les régions. Et donc, ce sont plutôt des échanges qui sont faits au niveau des régions, autorités organisatrices des mobilités, notamment sur le prix ou sur des conditions qui peuvent être particulières. Mais on a effectivement des parkings à certains endroits qui ont des prix très avantageux pour si peu que vous ayez un billet de train. Il peut y avoir ce type de réflexion. Mais après, dans le prix du billet lui-même, ça, c'est vraiment un sujet de responsabilité des régions, autorités organisatrices de la mobilité. Merci beaucoup. Alors la parole est pour le groupe de la France Insoumise à Madame Martine Etienne, députée de la Meurthe-et-Moselle. Merci Madame la directrice. Ah oui, c'est bon. Moi, je souhaiterais vous parler des guichets comme mon collègue. Alors, les guichets de service qui permettent aux usagers d'acheter leurs billets de train se font de plus en plus rares. En effet, on entend souvent que la demande n'est plus si importante grâce à la dématérialisation des pratiques, en privilégiant les plateformes, les bornes, et quand ça ne marche pas, le téléphone au service client. Mais il s'agit en fait d'une distribution organisée du service en gare. Ça se passe toujours de la même manière. Les emplois de guichetiers sont d'abord supprimés pour faire des économies. Donc les guichets qui restent font des grandes files d'attente. Et donc du coup, l'usager se tourne vers les bornes et on tourne en rond parce qu'il peut ne pas y arriver. Et ça éloigne évidemment les plus précaires de cette dématérialisation. Donc on n'a plus le service public comme il devrait être rendu. Et ça me fait penser, puisque vous disiez que vous êtes passé par la Poste. Moi, j'ai travaillé à la Poste et effectivement, c'est aussi comme ça qu'on a supprimé tout doucement les bureaux de poste, au meilleur pour des agences postales communales et au pire pour plus de bureaux de poste du tout. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais ça ressemble vraiment à ce scénario. Et je voulais rajouter aussi sur la question de mon collègue qui parlait des billets pour Ouigo. Alors je vais faire un petit peu d'ironie, c'est peut-être parce que Ouigo, c'est pas la SNCF et que ça s'adresse aussi aux plus modestes et que les plus modestes, il faut qu'ils se débrouillent pour trouver leur billet Ouigo. Donc voilà, je voulais vous parler de ça, des disparitions des guichets, et puis revenir sur une chose que vous avez dit au début, alors je suppose que vous voulez parler de toutes les gares, y compris les petites gares qui existent, où vous dites qu'il y a des toilettes dans toutes les gares. Alors j'ai été dernièrement à Vittel, une très belle gare d'ailleurs, vraiment, très, très grand bâtiment, il n'y a plus qu'un petit guichet, bon, voilà. Mais il y avait un guichet, et il n'y a pas de toilette, du tout. Voilà, je le sais, puisque j'avais besoin d'aller aux toilettes, et il n'y a pas de toilette. Et cette gare qui est très belle, avec très beau mobilier dedans, comme une exposition, vraiment, j'étais impressionnée. Et
Et donc, il y a ce qui abrite aussi l'Office du tourisme, où j'ai demandé, mais il n'y a pas de toilette du tout. Voilà. Je voulais vous faire cette petite remarque parce que ça m'est venu quand je vous ai écouté parler des toilettes dans toutes les gares. Donc voilà, c'était ma question, c'était surtout sur les guichets qui disparaissent au profit de bornes où les gens les plus modestes, évidemment, ne s'y retrouvent pas et ne retrouvent pas devant eux. Donc, une personne pour répondre à leurs questions. Voilà. Donc, est-ce que vous allez adapter ça? Est-ce que vous allez faire un effort là-dessus? Revenir en arrière, c'est pas toujours, revenir en arrière, ça veut pas toujours dire qu'on va régresser. Moi, je pense que le progrès, c'est d'abord de revenir vers l'être humain. C'est ça, surtout le progrès. Merci, chers collègues. Donc, la parole est à Madame la Directrice Générale. C'est vrai que le monde s'est fortement dématérialisé, hein, et c'est vrai que l'usage aujourd'hui est un usage beaucoup plus Internet. D'ailleurs, l'offre Ouigo ne se vend pas en physique, hein, c'est vraiment une offre qui est dématérialisée, hein, au regard du prix. Il doit y avoir beaucoup d'offres qui sont de ce type-là. Et j'entends évidemment votre remarque sur l'aspect physique. Je redis encore une fois, hein, que ce programme Place de la Gare que nous développons est vraiment quelque part le pendant où nous avons vraiment cette volonté de mettre de l'humain à l'intérieur de nos gares. Encore une fois, quand vous avez dans certaines gares une solexerie avec des services qui sont associés, ça crée de l'humain. Donc l'humain, nous travaillons à le pousser dans nos gares, y compris dans nos petites gares. Maintenant, sur la vente des billets, c'est vraiment les autorités organisatrices, ce sont les transporteurs ferroviaires qui choisissent la façon dont ils commercialisent leurs billets de train. En ce qui concerne les toilettes, alors c'est un sujet absolument clé. Moi, quand je suis arrivée, j'étais hyper emballée pour que les toilettes se développent encore plus partout, j'avais même à un moment donné communiqué sur certaines gratuités de toilettes. Force est de constater qu'en France, c'est pas si simple pour de multiples raisons. Alors merci déjà pour nous dire que la gare de Vittel est très belle, elle est absolument magnifique et vous avez raison de le souligner. Mais entretenir des toilettes en France dans une France qui est la France que l'on connaît, c'est aussi gérer des situations extrêmement compliquées parfois. Nous avons eu à déplorer des situations de violence infinie à l'intérieur de nos gares. Nous avons des toilettes que nous retrouvons dans des états absolument lamentables dans certaines de nos gares. Et si franchement on pouvait avoir la garantie que chacun et chacune partent des toilettes de la manière dont on imaginerait que les toilettes soient chez soi, on pourrait avoir des gares partout. Force est de constater qu'en France aujourd'hui, c'est pas comme ça que nous vivons les choses, et malheureusement, il n'est donc pas possible partout d'entretenir des toilettes à la hauteur de ce que doivent être des toilettes finalement dans des lieux avec un intérêt général ou d'intérêt public. Dans certaines de nos grandes gares françaises, elles sont gardiennées, elles sont entretenues. Il y a une prestation qui est servie. Dans d'autres gares plus petites dans les territoires, effectivement, soit nous les maintenons parce qu'il n'y a pas de sujet dans la gare concernée, soit à certains endroits, nous avons dû en faire disparaître. La majorité quand même, hein, de nos gares françaises offre des toilettes. On a 760 bâtiments voyageurs de gare, hein, qui offrent des toilettes en France, sur en gros 1500 bâtiments voyageurs, puisqu'on a beaucoup de points d'arrêt où là, il n'y a pas de bâtiments voyageurs, comme je vous le disais tout à l'heure, et là où il n'y a évidemment pas de toilettes. Mais on va se dire, une gare sur deux où vous pouvez trouver des toilettes, et évidemment, si ça pouvait être différent, ça ne serait pas d'installer des toilettes, ça ne serait pas un coût excessif que d'installer des toilettes. C'est bien tout ce qu'il faut derrière comme entretien et comme exploitation de ce service qui est extrêmement compliqué. Et je dois avouer que le problème que vous
posé, je me le pose tout le temps. Et quand je suis arrivée, j'avais d'immenses ambitions, assez vite calmées par la réalité des faits, voire, je le redis encore, quelques drames depuis 4 ans que j'ai pu voir dans des toilettes et que je n'oserais pas raconter ici. Bien, merci Madame la Directrice Générale. Donc la parole est à Monsieur Pierre Cordier, député des Ardennes pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Directrice Générale. Quelle mission, quel travail vous avez avec vos services pour s'occuper de ces milliers de gares qui existent dans notre pays, et je mesure l'ampleur de la tâche qui est la vôtre et de toutes vos équipes pour reconvertir, j'allais dire, entre guillemets, tous ces bâtiments qui ont servi de très nombreuses années et qui permettaient aux usagers soit de pouvoir avoir des renseignements, un billet de transport ou de rencontrer les services de la SNCF à l'époque. Je mesure ce travail et c'est vrai que moi je parle le secteur qui est le mien, une ligne qui irrigue le département des Ardennes, de Charleville-Mézières à Givet, et qui était la deuxième la plus fréquentée de l'ex-région Champagne-Ardenne auparavant. Donc une ligne qui est toujours fréquentée, mais où il y a bien entendu énormément de gares, parce que beaucoup de petites communes traversées sur toute cette vallée, puisqu'il y a les collines, la route, la voie ferrée et la Meuse. Et les communes au milieu de tout ça. Il y en a quand même un certain nombre. Donc je vois tous ces bâtiments qui sont, Madame la Directrice Générale, autant dire les choses, abandonnés, et qui ne donnent pas forcément une très bonne image de la structure que vous dirigez, et de la SNCF en général, parce que les gens ne savent pas forcément que les choses sont séparées, les voies, les bâtiments, le service, la région. Il y a très peu de gens, à part nous et quelques usagers, qui sont au courant de la manière dont les choses sont organisées, mais en tous les cas, ça ne donne pas forcément une très bonne image de la SNCF. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail à faire, que bien entendu ces gares, la plupart du temps, beaucoup d'élus et d'usagers veulent aussi les garder, mais pourquoi en faire ? Il y a la proximité aussi de la voie, donc une question liée à la sécurité, la dangerosité. On ne peut pas faire passer n'importe qui à proximité de ces bâtiments. Les logements aussi des chefs de gare, Madame la Directrice Générale, où les volets sont fermés. Ces bâtiments abandonnés qui sont parfois envahis de trucs, d'arbres qui poussent un peu partout, etc. Je ne donne pas forcément une belle image, mais moi je me dois de vous le dire, parce que ici on est entre nous, on est des élus de la République, et si on ne vous dit pas les choses, j'imagine que vous en êtes informés, mais en tous les cas, moi je veux vraiment insister sur les moyens qui doivent être mis pour la reconversion de ces bâtiments, quand ils ne sont pas détruits, d'envisager des restaurations et des réfections s'il y a une option possible de revente ou de maison d'accueil au public et autres. Mais je pense qu'il faut aussi être un petit peu inventif, peut-être proposer davantage d'options aux élus locaux, structures intercommunales principalement, ou pourquoi pas aux régions. Enfin, je crois qu'il faut être très inventif et ne pas laisser ces bâtiments à l'abandon, parce que lorsque l'on prend les TER, qu'on traverse nos petits villages et qu'on voit ces bâtiments fermés, envahis d'herbes, parfois de carreaux cassés, etc., ça donne pas du tout une bonne image. Donc je ne prends pas seulement l'exemple du département des Ardennes, je crois que tous les élus ici, quelle que soit leur tendance, connaissent ça sur leur territoire. Je sais que ça coûte beaucoup d'argent, et je voulais, au-delà de la rencontre que l'on a avec vous aujourd'hui, vous faire part de ce témoignage. J'ai pas forcément de questions, mais vous dire que je mesurais l'ampleur de la tâche qui était la vôtre par rapport à tout le travail qui est réalisé autour de ces bâtiments. Je crois qu'il faut être davantage inventif et faire en sorte qu'on n'ait pas l'impression que tout cela soit abandonné. Pourquoi pas parfois envisager aussi des destructions, il faut y réfléchir. En tous les cas, c'est des pistes que moi je souhaitais évoquer avec vous cet après-midi. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Madame la Directrice Générale. Bien, je partage le fait qu'on a tous envie effectivement de voir l'ensemble de nos bâtiments publics historiques d'un certain passé vivre et ne pas se retrouver, comme vous le disiez, les volets fermés, avec une certaine tristesse d'une vie qui appartiendrait à des temps anciens. Je suis une femme profondément attachée au territoire, et lorsque j'ai pris mes fonctions en 2020,
ma stratégie a clairement été de m'occuper de toutes les gares de France et de tous les territoires. J'aurais très bien pu, si j'avais eu juste la volonté de travailler sur le modèle économique de SNCF Gare et Connexion, finalement, réfléchir qu'à développer les services dans les grandes gares, qui sont celles où on a la capacité à louer des espaces. Évidemment, c'est beaucoup plus simple de trouver des occupants à Paris-Gare de Lyon que je l'imagine dans les Ardennes, qui est évidemment votre territoire. Néanmoins, ensemble, et c'est pour ça que j'ai besoin aussi de vous, j'ai besoin des élus, réfléchissons, partout c'est possible, à faire des cas d'usage, à trouver des solutions pour utiliser ces locaux, ces espaces, et essayer d'y remettre de la vie. On a aussi parfois pas mal de contraintes techniques. Nos gares sont des vieilles dames. Celles dont on parle là ont été construites à des temps anciens. Parfois, on pourrait se dire, mais c'est facile, faites des travaux. Moi aussi, parfois, je l'ai dit à mes équipes, mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien faire. Et puis, une fois qu'on fait le bilan de désamiantage, déplombage de la gare, structuration à côté des quais, ça devient finalement des travaux qui, parfois, au regard de ce qu'on pourrait imaginer, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on prévoirait uniquement en regardant le lieu. Et ça crée un certain nombre de contraintes. Néanmoins, ces contraintes, moi, je les dépasse au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire qu'à certains endroits, on a pu, dans certaines gares, trouver des idées. On a inauguré il n'y a pas très longtemps une maison de santé dans une gare qui était un peu perdue, où il ne se passait plus grand-chose depuis un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, elle vit parce qu'il y a 3 médecins qui sont installés dans cette gare. Et comme c'est dans un territoire qui avait un manque de médecins, je peux vous dire que ça ne désemplit pas du matin au soir. Et c'était un moyen de redonner de la vie à cette gare. Donc si on a des idées, si on arrive à trouver des modèles économiques ensemble qui font que ça ne rapporte pas, mais on arrive à le financer dans un écosystème, soit de subventions, soit avec le preneur de projet. Moi, je suis absolument favorable à trouver partout là où ça est possible des solutions avec les collectivités, avec les élus que vous êtes. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter si à un moment donné des idées pouvaient venir. Moi aussi, réellement, je souhaiterais voir revivre chacune de nos gares. D'autant plus qu'aujourd'hui, le train qui peut-être à un moment donné pouvait faire partir pour certains et certaines d'entre nous d'un certain passé, puisque c'était que le tout voiture, c'était le tout avion. Aujourd'hui, la transition écologique que nous vivons fait qu'évidemment les temps ont changé. Et comme les temps ont changé, beaucoup plus de citoyens français prennent le train, et donc de toute façon ça va mener aussi à réfléchir, y compris dans le cadre des services express régionaux métropolitains qui vont permettre de développer beaucoup de gares autour de métropoles, mais parfois même un peu plus loin, puisque c'est aussi la vision qui est partagée par notre ministre des Transports. Donc moi, je pense que le train ayant de l'avenir, la volonté qui est celle de SNCF Gare et Connexion, qui est de développer les gares des territoires, puisque c'est absolument stratégique dans le projet. C'est pour ça d'ailleurs aussi que je suis là aujourd'hui, hein, je voulais le redire. Donc ensemble, essayons d'accélérer. Allez, monsieur Cordier, pour une reprise très courte. Merci, Monsieur le Président, de votre gentillesse. Simplement, ça veut dire que vous venez de me dire, finalement, Madame, que toutes les options sont possibles dans le cadre de l'avenir de bâtiments abandonnés, dans le cadre de discussions avec le secteur public, le secteur privé, avec des financements des cofinancements qui pourraient venir de chez vous, etc. Donc, on peut inventer aussi de nouvelles choses par rapport à ces bâtiments. C'est ce que vous m'avez dit. Oui. Oh, d'accord. Ok, merci, Madame. Très bien, merci mon cher collègue. Donc la parole est à monsieur Emmanuel Mandon, député de la Loire pour le groupe démocrate. Merci, Monsieur le Président. Madame la directrice générale, écoutez, je voudrais tout d'abord me réjouir de cette audition et vous remercier d'avoir pris le temps de venir à la rencontre des parlementaires.
nous sommes en effet tous particulièrement motivés pour réfléchir sur notre développement et penser l'évolution parfois des politiques publiques. Et ça, je crois que c'est donc très utile qu'on puisse nourrir nos réflexions. Je voudrais aussi vous dire que sur ce thème de l'intermodalité, je crois qu'on peut aujourd'hui porter un jugement, plus positif que tout ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Je vous dis ça parce que j'ai un peu d'expérience, comme bien sûr élu régional en Auvergne-Rhône-Alpes et comme parlementaire. Mais je voudrais dire aussi que nous avons bien cerné les évolutions qui ont pu se faire. Et je prends note de votre volonté forte sur ce sujet. Vous avez dit donner envie de gare, donner envie de train. Moi, je vous dis, c'est important. Je prends en note cette affirmation importante. Mais pour nous, élus des territoires, parce que nous sommes, comme députés, des élus des territoires, il y a bien sûr l'enjeu de mobilité, mais il y a aussi sans doute, alors je ne sais pas ce qui se passe, il y a sans doute aussi le problème de l'urbanisme. Ça a été souligné par les collègues aussi. Parce que les gares sont bien ces lieux d'animation, ces lieux d'activité pour une ville. Moi, j'ai vu aussi la difficulté de construire l'intermodalité dans le temps. Et je peux dire que ça a été très difficile et que parfois, on misait beaucoup. Je me souviens quand j'étais élu municipal. Et on a pu s'apercevoir qu'elle a été plus que difficile à réaliser. Alors quand on voit les beaux projets qui émergent et que vous avez cités, c'est vrai qu'on se dit que nous avons progressé. Mais je ne peux oublier, comme l'a dit notre collègue, que nos gares ont connu une réelle déprise et qu'on part aujourd'hui de loin. Trop longtemps, d'ailleurs, on n'a pas investi. C'est assez bizarre, alors que nos concitoyens continuaient de prendre le train et qu'il y avait une véritable aspiration. Moi, je suis dans une région où nous avons eu ces gares PLM qui n'ont pas changé depuis l'origine. La ligne SNCF chez moi, elle a 2 siècles, bientôt 2 siècles. C'était la première de France. Les collectivités territoriales ont dû travailler donc un petit peu en tournant le dos à ce qui se faisait avec les transports publics côté ferroviaire. Et on a développé des politiques d'urbanisme, parfois complètement indépendamment de ce qui s'est fait sur la question des mobilités. Alors oui, je note la modernisation, je me réjouis de Paris-Austerlitz, de la Pardieu que j'utilise régulièrement comme usager, et je trouve effectivement que ça bouleverse et ça change la perception que l'on a. Je note la volonté d'instaurer et de maintenir des services de base, mais aussi d'instaurer de nouveaux services et des commerces. Je m'interroge sur la question des stationnements, parce que l'attractivité des gares pose d'énormes problèmes pour les riverains autour des gares. Et là, on sait que c'est difficile. Il y a donc la question de la saturation et de la capacité. Et puis, les questions de tarification, ça a été dit, et de facilité pour les usagers. On sait que les gares ont été longtemps un lieu de problème parce que vides, créant une forme d'insécurité dans la perception et dans la réalité, et donnant une vision d'abandon. Aujourd'hui, ces mutualisations donc, semblent être en capacité, on est en capacité de les gérer grâce à l'agilité dont vous faisiez, qui a été évoquée tout à l'heure, l'inventivité, les collaborations. Donc ces solutions avec les territoires. Et d'ailleurs, j'ai participé à une réunion il y a très peu de jours dans ma région, une séance de travail où on nous a décliné la trajectoire pour le territoire de Loire-Sud, Saint-Étienne et Vallée du Gier. Je vous confirme, par exemple, qu'on va utiliser de nouvelles rames aux heures de pointe, de 3 rames. C'est ce qui est l'objectif et ce qui est important. Mais j'en tire une conséquence sur un point. C'est celui, et c'est là-dessus que je voudrais vraiment vous interroger, la question de l'allongement des quais. Ça a été évoqué tout à l'heure. Les quais sont de plus en plus longs, c'est en centaines de mètres qu'on va les compter, et se pose alors la question de l'accessibilité et des temps de déplacement pour les personnes peu valides. Et je voudrais savoir si, bien sûr, on se réjouit de la mise en place d'un schéma national, hein, je sais qu'il y a un travail remarquable, vous avez cité ce qui se fait notamment avec les JO, mais nous avons un mur d'investissement devant nous, ça c'est certain. Alors dans ma région,
les choses semblent d'ores et déjà programmées pour faire de nos gares ce pivot de mobilité que vous avez pu décrire. Moi, j'ai envie de vous dire, nos désirs, malheureusement, je connais la formule, nos désirs ont des ailes, mais nos moyens des jambes. Alors, sur l'accessibilité, est-ce que les réflexions, vous les poussez pour intégrer la question des temps de déplacement et de la facilité, l'accessibilité réelle des gares, parce que pour des personnes à mobilité réduite, devoir faire de grandes distances sur un quai, c'est un problème. Et c'est aussi un problème de confort et de sécurité pour l'attente. Voilà, c'est des points complémentaires. Et je ne sais pas si sur ce point, comment c'est abordé dans vos travaux. Merci, mon cher collègue, Madame la Directrice Générale. L'accessibilité, je vous le disais, c'est absolument majeur. Hein. Nous sommes en train de faire un saut de modernité dans 736 gares françaises que nous remettons en accessibilité. Là, encore une fois, nos gares sont des vieilles dames qui ont été construites en des temps où on n'imaginait pas devoir arriver avec une poussette, avec des bagages énormes, ou effectivement pour l'ensemble des personnes à mobilité réduite. Et voilà, je me réjouis déjà de cette première étape qui a été celle de mettre 736 gares en accessibilité en France. Nous sommes en train de terminer ce programme qui s'achèvera dans maintenant 3-4 ans. Ce qui est sûr, c'est que quand on développe, quand effectivement, vous le dites, les quais deviennent plus longs parce que les trains deviennent plus longs, il est évident que le chemin et le cheminement de tout un chacun est plus long. Donc il faut effectivement qu'on réfléchisse dans le temps, dans la façon dont on accompagne les personnes à mobilité réduite sur ces derniers mètres qui sont ceux de leur départ de train ou de leur arrivée de train. On a créé un service d'assistance aux personnes à mobilité réduite qui est facilité depuis le début de l'année, qui permet de réserver plus facilement les prestations PMR. Et c'est comme ça que l'on accompagne le système. Néanmoins, encore une fois, je le reconnais, c'est pas parfait. Et évidemment, plus il y a de chemin, plus c'est compliqué. Les investissements, par contre, sont prévus dans le cadre des CPER pour améliorer toutes les conditions d'adaptation requises, notamment avec les évolutions dont vous parliez sur les quais. Puis on a les financements se tracent, ou en tout cas sont accompagnés dans le cadre des CPER. Mais votre question reste une question qui devra faire partie effectivement des évolutions d'accueil en matière d'accessibilité. Merci Madame la Directrice Générale. Donc pour la deuxième série de questions, je vais prendre les deux questions qui sont inscrites l'une après l'autre de façon à pouvoir accélérer le débat car nous avons une motion de procédure qui est en cours dans l'hémicycle. Donc il s'agit donc de Madame Sophie Blanc, députée Rassemblement National des Pyrénées-Orientales, et ensuite ça sera Monsieur Didier Padet, député de la Savoie pour le groupe Modem. Merci. Merci, monsieur le Président. Madame la Directrice Générale, permettez-moi ou excusez-moi d'être un petit peu redondante, mais j'aimerais revenir sur le manque de guichets accueil dans les gares et sur la réduction nécessaire du temps d'attente pour avoir accès à un interlocuteur très, très brièvement. Il est indéniable que l'ère numérique a apporté d'innombrables avantages en termes d'efficacité et de commodité dans divers secteurs, y compris dans celui des transports, et la SNCF a certainement fait des progrès considérables dans l'automatisation de nombreux processus offrant aux voyageurs des options en libre service et des systèmes en ligne pour faciliter leur déplacement. Mais cette transition vers une approche
plus informatisé comporte ses propres défis, et notamment lorsqu'il s'agit de répondre à la complexité des demandes qui ne peuvent être entièrement résolues par des systèmes automatisés. Dans de nombreux cas, les voyageurs peuvent avoir des besoins spécifiques ou, encore une fois, des besoins, des situations complexes qui nécessitent une interaction humaine pour une résolution satisfaisante. Alors, j'ai entendu votre précédente réponse. Je ne parle pas simplement d'achat de billets, c'est-à-dire que les demandes peuvent être liées à des itinéraires complexes, à des voyages internationaux, à des billets spéciaux, à des situations d'urgence et qui peuvent nécessiter une expertise humaine. Je ne parle même pas des personnes âgées dans ce cas-là. Et donc, le tout informatisé dans ces circonstances peut présenter des limites évidentes, laissant des voyageurs frustrés ou bien incapables de résoudre efficacement leurs problèmes. Donc, ma principale préoccupation est de savoir comment SNCF Gares et Connexions, sous votre direction, aborde ces défis complexes tout en cherchant à moderniser ses services. Comment votre équipe gère-t-elle la balance entre l'automatisation des processus pour accroître l'efficacité et la satisfaction des voyageurs et la nécessité de maintenir une présence humaine pour répondre à des demandes, encore une fois, imprévues, entre guillemets. Vous renvoyez, vous l'avez dit tout à l'heure, vers les régions qui, je vous cite, assurent le service de guichet. Donc, en tant que conseillère régionale, je poserai la question à ma présidente de région à ce sujet. Mais moi, j'aimerais avoir votre vision à long terme également, à vous, par rapport à cette problématique. Voilà, c'est la troisième fois qu'on vous pose la question, donc je pense que c'est quand même quelque chose, un sujet sur lequel nous sommes attachés. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Alors, Monsieur Padet, s'il vous plaît. Oui, Monsieur le Président, Madame la directrice, j'avais juste une question toute simple. J'ai beaucoup voyagé ces 25 dernières années. Est-ce que vous travaillez avec les aéroports pour améliorer les connexions avion-train et notamment en cas de grève, est-ce qu'il y aurait un moyen d'améliorer les connexions et rajouter des trains quand vous savez qu'il y a des grèves, notamment pour les avions? Est-ce que vous discutez avec les aéroports pour augmenter le nombre de trains à mettre à disposition des voyageurs? J'ai souvent constaté des problèmes et c'est très compliqué de pouvoir revenir à domicile lorsqu'il y a des grèves. Mais d'une manière générale, est-ce que vous discutez avec les aéroports et améliorer le service client au niveau des transports, avions et trains? Merci, mon cher collègue, Madame la directrice générale. Bien. L'humain. L'humain, c'est un sujet de société qui est celui que nous pouvons tous partager. En tout cas, je crois que vous avez ressenti ma volonté de faire en sorte que là où c'est possible, on remette de la vie dans nos gares, et la vie passe évidemment par l'humain. On a parlé du guichet. On va aller jusqu'à tester des nouveaux services. Certains des relais vendent, par exemple, aujourd'hui des billets train. Il y a des tests qui se font. On a des tests notamment dans le nord de la France. Mais partout là où c'est possible, effectivement, on essaie de remettre de la vie dans les gares des territoires. Certaines régions, d'ailleurs, ont conservé, les autorités organisatrices de mobilité ont conservé un certain nombre de guichets ou à certains horaires. Là où j'entends tout à fait votre question, c'est finalement la question que l'on aurait à poser au gré de son voyage et le fait d'avoir besoin, dans les situations difficiles, d'échanger avec quelqu'un. Donc là, on réfléchit à tout un tas de nouveaux services. Vous allez vous dire que ce n'est pas encore de l'humain dont je vais vous parler, mais on travaille à des bornes aujourd'hui qui peuvent être des bornes un peu de conciergerie, comme dans certains pays du monde, où aujourd'hui on peut voir dans les gares des points qui sont des points où on peut appeler quelqu'un pour avoir au moins un humain au bout, derrière cette borne-là. On réfléchit aussi à certains endroits à des genres de conciergerie un peu multiservices qui peuvent amener un certain nombre de services additionnels. Les réflexions sont nombreuses. Le constat qui est le vôtre, et évidemment celui qu'on fait, comme les enquêtes de satisfaction client
à certains endroits, peuvent mettre en évidence cela. Donc en fait, étant donné qu'on veut améliorer la satisfaction client dans l'ensemble de nos gares, les constats qui sont les vôtres, ce sont aussi les constats que l'on fait. Maintenant, je ne suis pas magicienne, l'argent public est compté, j'en suis aussi comptable, et l'ensemble de ce qu'on parle, remettre de l'humain, remettre du personnel, évidemment, ça a un coût, et le modèle économique ne nous permet pas de le faire. Et si le péage des gares devient incroyablement cher, évidemment, on va aussi me dire que c'est au détriment du prix des billets de train. Et là, encore une fois, l'écosystème ferroviaire tourne dans un modèle plutôt régulé, hein, qui fait que si moi je fais payer plus mon péage, évidemment, ça aura un impact sur tous les transporteurs ferroviaires qui seront obligés de le répercuter sur le prix du billet de train. Et là, à nouveau, c'est un nouveau sujet. Donc effectivement, j'ai pas de baguette magique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai cette volonté partout, là où c'est possible, de répondre à ce que vous êtes en train de dire là, de maximiser la possibilité d'avoir du service ou de l'humain, même si c'est pas dans des concepts passés qu'on a pu connaître, ou pas d'ailleurs, mais qui ont été le temps des services physiques, qui était celui avant l'ensemble de la dématérialisation que nous utilisons d'ailleurs avec aussi beaucoup de plaisir, parce que c'est pratique, mais ça ne sert pas tous et toutes, et en tout cas ça ne répond pas à des situations d'urgence, et ce sujet est pris, mais il est pris avec à chaque fois une vision un peu locale. C'est plus facile évidemment dans les grandes gares parce qu'on a plus de personnel, mais dans chacune des petites gares, je redis encore une fois, c'est du sur-mesure que nous sommes en train d'essayer de faire, et on a d'ailleurs quelques belles réussites dans certaines de nos gares françaises. L'avion, oui, bien sûr qu'on travaille avec les aéroports. D'ailleurs, on a un bel exemple dans le cadre des Jeux Olympiques. On a travaillé avec l'aéroport Charles de Gaulle à faire une signalétique commune. C'est la première fois entre l'étage qui est l'étage de l'aéroport et la gare. Aujourd'hui, ce sont les mêmes panneaux, la même signalétique, qui fait que le voyageur, par exemple, qui arriverait de l'étranger, ne se retrouve pas à devoir comprendre ce qu'il y a à l'étage et ce qu'il y a au rez-de-chaussée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On est en train de finir d'installer cette nouvelle signalétique. C'est encore une fois l'héritage, peut-être, ou en tout cas les jeux qui ont permis d'accélérer cette volonté. En matière de... Et donc, il y a deux sujets. Oui, on travaille énormément avec les aéroports sur le lien de nos infrastructures, le Charles de Gaulle Express et la gare Paris-Est. Enfin, vraiment, ce développement des infrastructures fait qu'on a des copiles communs très réguliers avec les aéroports. Je parle de Paris, mais c'est pareil à Nice, enfin partout en France, les liens avec les aéroports. D'ailleurs, à Nice, on construit une gare juste à côté de l'aéroport qui permettra aussi de faire toutes les interconnexions entre l'aéroport et toutes les dessertes. Ensuite, en ce qui concerne les compagnies aériennes et les grèves, on parle là de grève des compagnies aériennes. Je ne crois pas que techniquement, enfin en tout cas, c'est pas si simple d'augmenter le cadencement de train de manière très instantanée. Les horaires se préparent des mois et des mois à l'avance. Donc cette agilité sera peut-être une agilité du futur, puisque vraiment le train accélère et on veut accélérer ses mobilités. Mais aujourd'hui, c'est pas si simple. Je remonterai d'ailleurs ce questionnement à ceux qui sont patrons des entreprises ferroviaires. Merci Madame la Directrice Générale. Alors il me revient de conclure. Vous nous excuserez de terminer dans cette configuration, mais il se trouve que nous avons une motion de rejet qui est en examen et donc les collègues sont appelés à rejoindre l'hémicycle. D'abord, je voudrais évidemment vous remercier pour votre disponibilité, pour avoir répondu à l'invitation du président Valence et de l'ensemble des parlementaires qui, vous l'avez vu, ont quand même posé dans leur diversité un certain nombre de questions. Et cela témoigne, me semble-t-il, de l'attachement que nous portons, que la représentation nationale porte donc à la SNCF d'une façon générale et bien évidemment à nos gares qui sont, comme vous l'avez dit fort justement, des lieux de vie, des lieux ancrés dans nos territoires et des lieux qui, dans leur mutation nécessaire, contribuent aux grandes politiques publiques d'aménagement du territoire. Alors je ne peux pas terminer notre audition sans évoquer, en
tant que député marseillais, le sujet de la gare Saint-Charles dans le cadre du projet de la ligne à grande vitesse et donc de la restructuration de cette gare qui, elle aussi, est très ancrée dans le territoire marseillais, qui fait partie intégrante de l'histoire marseillaise, qui a aussi évolué positivement. Moi qui n'utilise que le train, je ne prends jamais l'avion, donc que le train. Je note une amélioration sur la qualité de service en matière de propreté. On n'en a pas parlé, mais c'est un vrai sujet aussi dans des lieux qui brassent autant de population. Je note aussi une amélioration sur la sécurité, même s'il y aurait peut-être quelques efforts à faire sur les abords immédiats ou en sous-sol, où là il y a, me semble-t-il, encore des améliorations notables. Mais pour autant, nous le savons, c'est une gare qui est appelée à se restructurer très fortement dans le cadre de la LGV. Et donc, si vous aviez la possibilité de nous donner un peu les grandes lignes de l'état du projet à date et de savoir un peu vers quoi nous allons, eh bien écoutez, j'en serais ravi. Et aussi, lorsqu'il y a des réflexions comme ça qui sont menées sur des très très grosses restructurations, peut-être ne pas oublier aussi d'y associer les parlementaires. Tous les parlementaires ne sont pas nécessairement élus locaux. Et donc, c'est bien de pouvoir, là aussi, les associer à ces grands projets de restructuration importants. Voilà. Alors, la gare de Marseille, je suis ravie d'entendre que vous avez noté une amélioration. À la fois une amélioration du nombre de services disponibles dans cette gare, et puis tout le travail qui est fait effectivement pour en assurer propreté et sécurité. Et c'est vrai que d'ailleurs, les notes de satisfaction client ont augmenté ces dernières semaines. Donc finalement, le constat que vous faites, Monsieur le Président, est un constat partagé par ceux qui utilisent le train dans cette gare de Marseille-Saint-Charles, qui est d'ailleurs magnifique en termes d'architecture. Sur le projet qui est le futur projet de la gare Marseille-Saint-Charles, d'abord j'entends votre remarque et je la prends. D'ailleurs, j'en fais part à ma directrice de cabinet qui est juste à côté de moi, qui vient d'arriver. Il faut absolument, effectivement, qu'on passe plus de temps à expliquer nos projets de gare aux parlementaires. On est effectivement beaucoup dans une relation avec les élus, avec les maires. En même temps, on a 3000 maires, beaucoup de régions concernées, des métropoles. Et c'est vrai qu'il faut qu'on s'attache à prendre le temps avec les députés d'expliquer finalement quels sont nos projets de gare. Je vous propose d'ailleurs de ce fait de vous raconter peut-être l'histoire du futur projet de la gare Marseille-Saint-Charles dans un cadre qui soit hors de cette audition, parce que j'aurai dans quelques jours la possibilité de vous présenter les futurs plans de la gare Marseille-Saint-Charles ou les futures images architecturales, puisqu'il y a quelques semaines, j'ai participé au jury de ce que sera la gare de Marseille-Saint-Charles, mais c'est aujourd'hui absolument confidentiel. Et je crois que ça va être dévoilé dans quelques jours, 3-4 jours d'ailleurs, c'est ça, on est vraiment, je crois que c'est le 17 ou le 18, mais avec plaisir pour vous la présenter. La gare de Marseille sera un cœur, un poumon de cette ligne LNPCA qui est absolument, effectivement, stratégique pour cette région et qui est aussi une preuve du développement des services et du capacitaire autour des gares. C'est quelque part là un projet de service express régional métropolitain qui s'incarne aussi dans ce projet marseillais. Donc, Monsieur le Président, soyez assuré que de manière personnelle, je m'attacherai dès que ce sera possible et hors d'un caractère confidentiel sur lequel je me suis engagée à ce stade, à vous présenter l'ensemble du projet, moi ou le directeur des grands projets concernés qui est d'ailleurs sur place à Marseille avec un immense plaisir. Écoutez, je vous en remercie, Madame la Directrice Générale, et bien évidemment, j'accepte bien volontiers la suggestion que vous nous faites. Mais écoutez, merci encore une fois pour votre disponibilité. La séance, les questions étant épuisées, la séance est donc levée. Merci à vous. Merci beaucoup.